Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique, un premier numéro dont le thème s'est imposé de lui-même car il a rythmé notre actualité durant tout l'été. C'est la sécheresse qui s'installe durablement, le constat, les causes, les changements nécessaires. On en parle avec nos invités juste après le générique. C'est donc une sécheresse inédite qui touche le Limousin depuis ces derniers mois. Des communes font appel aux camions-citernes. En Corrèze, la ville de Guéret se prépare à pomper l'eau de sa base de loisirs pour alimenter les habitants. Comment le réchauffement climatique a-t-il conduit à cette situation que Météo France a qualifiée de dramatique? Quelles sont les pratiques qu'il nous faut tous changer? Particuliers, professionnels, collectivités locales pourront-ils s'adapter durablement à ce bouleversement? Bref, allons-nous vers une pénurie d'eau en Limousin et plus largement en France et dans le monde? C'est le thème de notre émission ce matin et on en parle avec 4 invités. Michel Vernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Guéret dont les réserves en eau potable sont aujourd'hui comptées. On va en parler dans un instant. Jean-Emmanuel Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de la société Aquacet qui est basée à Limoges et qui travaille depuis plusieurs années sur ces questions de manque d'eau et sur les solutions à apporter. Tony Cornelissen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de la Corrèze, un secteur qui est durement touché, on le sait, par la sécheresse. Et enfin, Paul Duché, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération de pêche de la Haute-Vienne, mais aussi membre du Comité national de l'eau. Merci à tous les 4 de participer à cette émission. La première question va être pour vous, Michel Vernier. Vous êtes maire de Guéret depuis plus de 20 ans, conseiller municipal depuis plus de 30 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez déjà connu une situation pareille? Non, j'ai connu des situations tendues. Mais le passage s'est fait finalement assez facilement parce qu'on savait comment faire face à ces situations. Mais des situations comme ça, jamais. Et je signale, puisque vous parliez d'inédit, que l'année de référence par rapport à une année comme ça, c'est l'année 1947. Donc j'étais juste né. Alors la Creuse est en état de crise renforcée, on le sait, depuis plusieurs semaines maintenant. Concrètement, vos réserves d'eau à Guéret, elles en sont où actuellement? Alors le problème, c'est pas trop les réserves, c'est qu'aujourd'hui la production qu'on est capable de fournir à la population à travers 2 systèmes, des captages très nombreux, 60 captages aujourd'hui sur Guéret, plus un complément sur une rivière qui s'appelle la Gartempe. Quand on additionne le tout et le débit qu'on obtient, on est juste à la limite de consommation nécessaire à la population de Guéret, après tous les efforts qui ont été faits par tout le monde et la collectivité, on en parlera je suppose tout à l'heure, en premier lieu, pour arriver à donner la quantité qui est nécessaire. On a vu quelques images du plan d'eau de Courtille. Heureusement qu'il est là, on peut dire ça. On l'a déjà utilisé, le plan d'eau de Courtille, à une époque. Et on s'était dit, c'est une base de loisirs. Donc il faut prendre toutes les mesures qu'on peut trouver pour plus se servir de ce plan d'eau. On avait d'ailleurs une usine de traitement qu'heureusement on a gardée. Alors il a fallu la remettre en état, mais elle était toujours là. Et là, on va être obligé. Alors je rassure tout de suite, on ne l'a pas encore utilisée. Parce qu'il y a des gens qui me téléphonent en disant depuis que vous pompez sur Courtille, l'eau est très mauvaise. Je dis non, c'est la même qu'avant. Mais ça va venir, hélas. La vérité est rétablie. Alors on reste dans le constat. En Corrèze, cette fois, certaines zones sont approvisionnées par des camions-citernes depuis le mois d'août. On l'a vu sur cette antenne, c'est dans le secteur de Bord-les-Orgues. Tony Cornelissen, vous présidez la Chambre d'agriculture de la Corrèze depuis longtemps et vous êtes installé là-bas depuis longtemps. Est-ce que cette situation pour vous aussi, elle est inédite? Alors effectivement, elle est inédite et elle va nous obliger aussi à anticiper l'avenir. Et c'est vrai que c'est la première fois quand même que beaucoup de monde nous dit les réserves d'eau, elles sont insuffisantes. Et c'est quand même un peu une idée contraire parce que, à quelque part, on change un peu. Et cette sécheresse, aujourd'hui, nous oblige à changer nos points de vue. Aujourd'hui, l'agriculture, qui aura besoin de plus en plus d'eau, parce que c'est une nécessité, c'est une obligation pour tous les agriculteurs dorénavant en production végétale, puisqu'il n'y a plus du tout l'assurance récolte dès lors qu'il n'y a pas d'eau, aujourd'hui, doivent s'organiser eux-mêmes, sans toucher sur le milieu extérieur, sans toucher sur les rivières, sans toucher sur les milieux qu'on appelle connectés. Et aujourd'hui, on a un très fort enjeu sur le stockage de l'eau d'excès qui pourrait aussi permettre d'irriguer, mais en même temps aussi de servir à la population. Alors vous voyez, le monde agricole pourrait peut-être aussi lui-même trouver des solutions pour d'autres avec justement le stockage d'eau, mais qui n'est pas du milieu, mais qui est surtout celui qui est excédentaire ou pendant l'hiver, ou pendant les périodes d'orage, avant qu'il ne fasse des dégâts en amont
comme c'est le changement climatique qui y contribue aussi. Les solutions, on en parlera évidemment au cours de cette émission. De nombreux cours d'eau sont à sec. Le plus vaste étang naturel du Limousin, l'étang des Landes, a quasiment disparu. Paul Duché, ces rivières, ces plans d'eau, vous les connaissez bien. On peut dire que c'est la 3e année consécutive qui subissent de telles conditions très difficiles. C'est ça, depuis 2017, avec l'enchaînement 2018-2019, nous observons, comme tout le monde, mais nous subissons surtout cet aspect sécheresse. Je voudrais dire que la sécheresse ne se limite pas à l'aspect quantitatif de l'eau, même si par ailleurs c'est un point extrêmement important. Il y a aussi toutes les conséquences de cette sécheresse, et j'en citerai une en particulier puisqu'elle concerne les milieux aquatiques, c'est l'augmentation de température de l'eau. Oui. Alors je rappelle toujours un petit chiffre, mais la truite, qui est le poisson repère, le poisson emblématique de nos cours d'eau en Limousin, à 18-19 degrés, elle ne s'alimente plus. À 20-21 degrés, elle ne bouge plus. À 22-23 degrés, malheureusement, elle atteint le seuil létal, donc elle meurt. Et on a eu cet été, c'était vraiment l'élément nouveau par rapport aux années précédentes, on a vu effectivement du poisson mourir, mais plus par hyperthermie, et c'est malheureusement quelque chose où on se sent un petit peu impuissant. Oui, nous-mêmes, on a filmé des poissons morts dans des piscicultures, là, effectivement, où le niveau d'eau avait atteint un niveau létal et l'ensemble des poissons étaient morts. Jean-Emmanuel Gilbert, vous co-dirigez, je disais, donc la société Limougeaude Aquacet, qui, pour résumer, est spécialisée dans la gestion numérique des usages de l'eau et comment l'économiser, cette eau qui va manquer. La première chose que vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est l'eau open bar, c'est terminé. C'est ça. Il faut se faire à cette idée. Exactement. Alors bien sûr, ici, au niveau du Limousin et plus particulièrement la Nouvelle-Aquitaine, c'est la région qui est la plus impactée en fait, de France. On retrouve ça dans les différents rapports, notamment le rapport du Sénat aux urgences déclarées, dans les travaux de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne qui s'appelle Garonne 2050. On retrouve pas mal aussi de rapports au niveau du Conseil régional sur cette question-là. Mais on le voit sur ce graphique, oui. D'ailleurs. Voilà, croissance de la population mondiale et voilà. Urbanisation, ça fait que grosso modo, il y a un problème. Il y a trois grands moteurs qui entraînent ce qu'on a appelé, nous, la transition hydrique, de la même manière qu'il y a une transition énergétique. Premièrement, vous avez ce qui est évoqué depuis tout à l'heure, le changement climatique, qui va perturber énormément en fait, les apports en eau, avec des inondations d'un côté et puis des périodes d'étiage et de sécheresse qui vont être de plus en plus longues. Lors de la journée dédiée à l'eau en mai au Conseil régional, une des personnes, je crois que c'était de l'Agence de l'eau, a dit que la période estivale allait passer de 3 à 6 mois en Nouvelle-Aquitaine à horizon style 2050. Bon, vous voyez que c'est des changements qui sont, je veux dire, énormes, hein, d'accord ? Donc le premier élément, le premier moteur de la transition hydrique, c'est effectivement le changement climatique. Le deuxième moteur, c'est celui que vous avez montré, c'est-à-dire qu'on a une augmentation de la population et une urbanisation. Donc on concentre à la fois les prélèvements, mais aussi les rejets sur des zones qui sont restreintes. Bah, le milieu naturel, il n'est pas élastique, et donc ça ne marche pas non plus. Le troisième, c'est ce que vous avez commencé à évoquer avec la problématique de la qualité, parce que le fait d'avoir de l'eau, c'est une chose, mais de l'eau de bonne qualité, c'est encore un autre problème. Par exemple, pour la potabilisation, ben, vous pouvez tout à fait avoir de l'eau, mais elle n'est pas potabilisable. Pourquoi ? Parce qu'elle est trop contaminée. Elle est trop contaminée, pas simplement parce qu'il y a eu des rejets, mais du fait de l'étiage. Eh ben, en fait, les rejets industriels ou agricoles ne sont pas dilués. Donc, vous vous retrouvez avec des concentrations beaucoup plus importantes. Quand vous multipliez les trois facteurs, changement climatique, augmentation de la population, urbanisation et dégradation de la quasi-totalité des masses d'eau en surface comme en profondeur en Europe, ben vous voyez qu'il n'y a plus rien qui va passer. Donc c'est pour ça que ce que l'on dit, nous, c'est, de manière extrêmement résumée, le monde de l'eau open bar, c'est fini. Donc faire mieux ne suffira pas, il faudra faire différemment. C'est ça que vous dites, et c'est comment ? Alors en fait, donc, la différence entre faire mieux, faire différemment, on pourrait dire, je vais commencer moi à avoir quelque chose qui va me permettre de consommer un peu moins d'eau, par exemple pour des particuliers, d'avoir une douche qui rejette un peu moins d'eau, etc. Et donc on peut effectivement, c'est ce que nous on fait déjà au niveau des groupes industriels pour qui on travaille, réduire sans rien changer, améliorer les fonctionnements, faire des gains, comme ça. OK. Bon, mais ça ne va pas suffire parce qu'on voit que ce qui est en train d'arriver au niveau mondial, donc c'est le rapport McKinsey de 2015, il va manquer, ils estiment 40% au niveau en moyenne mondiale annuelle. Ça veut dire que c'est un problème d'une taille qui est considérable, qu'on n'arrivera jamais à passer simplement en faisant des petites améliorations. Donc là, il va falloir faire différemment. Ça veut dire qu'il va falloir commencer à repenser les usages de l'eau en disant, OK, j'arrête complètement d'utiliser l'eau de telle manière et j'essaye de trouver d'autres. Alors, selon les cas, que ce soit en agriculture, en industrie, dans les villes, il va falloir se reposer la question, est-ce que j'ai besoin
de autant d'eau? Est-ce que j'ai besoin d'une eau de telle qualité? On peut prendre des choses qui sont extrêmement simples. Est-ce que j'ai besoin d'eau potable pour nettoyer le sol quand je suis dans un site industriel? Probablement pas, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut repenser les usages de l'eau, en faire une cartographie et voir ensuite comment on change cette organisation. Quelque chose qui est radical et qu'on nous a déjà mis en œuvre en industrie, c'est par exemple de faire du tri des effluents de la même manière qu'on fait du tri des déchets. Il y a un truc qui est hallucinant, c'est que l'eau sale ressemble à une eau sale. Et donc, on va dire, je mélange tout et j'envoie ça dans une station d'épuration qui est faite pour traiter. Mais en fait, c'est totalement faux. Une eau sale, vous pouvez avoir une eau sale qui contient des solvants, une autre eau sale qui contient des métaux, une autre eau sale qui contient du chocolat. Et là, vous mélangez tout comme si vous mélangiez du papier, du verre, des plastiques, et en disant, maintenant, débrouillez-vous pour traiter. Ben non. On voit que la notion de qualité doit être reprise complètement, de manière à dissocier ces flux, les retravailler et voir comment on change vraiment les pratiques au niveau de l'eau. Michel Vernier, en tant que maire et qu'élu de terrain, est-ce que vous étiez préparé à ça, à cette transformation nécessaire? On s'était préparé à ça il y a maintenant plus de 10 ans. Mais très honnêtement, je pensais, il y a plus de 10 ans, avec le gestionnaire, avec ceux qui travaillent pour nous, qu'on avait réglé le problème de l'eau pour un siècle. C'est-à-dire qu'on se disait, avec tous les captages nouveaux, la protection des captages, la quantité, le débit qu'on avait, on se sentait même à l'abri et avoir fait tout ce qu'il fallait. Et puis force est de constater que malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc je partage complètement ce qui a été dit là sur le fait que même nous, les collectivités, et surtout nous, les collectivités, parce que quand on demande à la population de faire des efforts, elle les fait. Et moi, je remercie les gens de tous les efforts qu'ils ont fait dans la vie quotidienne. Mais entre nous, ça représente 3-4% de la consommation. Ces efforts, pas plus. Et par contre, la collectivité, qui est le premier consommateur d'eau, avec ses stades, avec ses ronds-points, où il y a les belles fleurs, où il y a tout ça. C'était fantastique, une ville fleurie qui obtient 2 fleurs, 3 fleurs, et puis tout. Mais il faut changer les méthodes, il faut changer de plantes, il faut prendre des plantes qui sont aussi belles, mais moins gourmandes en eau. Vous le faites déjà à tout ça. On fait des plans nous-mêmes maintenant, on a des serres, on fait des expériences, on mesure les choses et on s'aperçoit qu'on a pu économiser beaucoup d'eau. Ça ne veut pas dire que si l'eau revient, il faudra revenir aux anciennes habitudes, il faudra poursuivre sur ce qu'on est en train de faire avec nos services, avec des gens qui sont aussi là pour nous conseiller, parce qu'on est plus intelligents à tous. Et je dois dire que les cellules qui ont été mises en place sur les départements, oui. Les cellules sécheresse, c'est quelque chose que je trouve formidable. D'abord parce qu'on est tous autour de la table. Y compris les gens dont c'est le métier, la pêche, les agriculteurs. On est tous là parce qu'on a un même objectif et en travaillant ensemble, on additionne. On apprend des choses tous les jours, vous venez encore de m'en apprendre tout à l'heure, et c'est très important qu'on pense globalement et non pas à soi, et ça ne suffira pas. Paul Duché, vous siégez au Comité national de l'eau. Est-ce que vous diriez que la prise de conscience des pouvoirs publics, de l'État, de l'appareil d'État, elle est réelle, elle est là aujourd'hui et qu'elle a mis un certain temps peut-être à arriver? Je réponds oui, sans hésitation. La prise de conscience est là. Et même si on revient quelques années en arrière, monsieur le député l'évoquait, la dernière loi sur l'eau vraiment sérieuse, elle date de 2006, elle a déjà plus de 10 ans. Et cette loi, elle disait 2 choses que, si vous permettez, je vais rappeler brièvement. La première, c'est qu'elle dit l'eau est un bien commun. Il faut garder ça quelque part dans nos têtes, parce que ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas privatiser l'eau. C'est un point qu'il faut toujours, je crois, garder en arrière-plan. Et puis, surtout, cette loi avait le mérite de hiérarchiser. Et dans le petit tableau que vous nous avez passé tout à l'heure, effectivement, il faut vraiment montrer que la tête de gondole, c'est vraiment l'alimentation humaine. Je crois que personne ne discute ce point, il n'y a aucun problème. Le deuxième, ce n'est pas, comme parfois on peut le penser, l'usage industriel ou agricole, mais c'est bien la protection des milieux aquatiques et de la biodiversité. Il y a eu un consensus au niveau national pour définir cette deuxième position par rapport à la troisième, qui est extrêmement importante. Et il ne faudrait pas, dans nos raisonnements, inverser le 2 et le 3. Ça me paraît important. Alors justement, l'agriculture, on va en parler, Tony Cornelissen. Vous évoquiez tout à l'heure des solutions que vont devoir trouver eux-mêmes les agriculteurs. Vous y travaillez déjà ? Alors on y travaille, mais je voulais quand même préalablement dire que le monde agricole, c'est celui quand même qui est le plus touché par la sécheresse. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le grand public, il souffre, il n'arrose pas son jardin, il a d'autres inconvénients, mais les agriculteurs et les éleveurs de notre bassin du Limousin sont aujourd'hui très, très, très touchés parce que l'alimentation va subir très fortement. On rappelle qu'une vache, c'est entre 50 et 120 litres d'eau par jour, hein, à peu près. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tellement la vache, c'est que ce qu'elle mange. Et quand l'agriculteur devra acheter
tout ce qu'elle mange, et c'est quand même ce qui est en train d'arriver cette année, pour la deuxième année consécutive, on va avoir énormément de casse dans un secteur qui est déjà fragile, qui est celui de l'élevage, et dont aujourd'hui, la sécheresse, sans parler de l'eau particulièrement, mais la sécheresse aujourd'hui va impacter très fort. Je voulais quand même le redire aussi, parce que les agriculteurs sont quand même les premières victimes du réchauffement climatique. Et je rappelle aussi que c'est pas, surtout dans nos territoires, je ne crois pas que ce soit les plus coupables. Mais je ferme la parenthèse. Oui. Sur la problématique de l'eau, vous avez raison, tout à l'heure, je l'ai évoqué, je pense qu'il faut qu'on anticipe et que, à la différence d'autres, l'agriculture, la production végétale, si on veut garder nos agriculteurs, si on veut garder de la population locale, si on veut garder des valeurs de très haute, des produits de très haute valeur ajoutée pour l'exportation, même pour notre consommation, aujourd'hui, le facteur limitant, c'est l'eau. Aujourd'hui, un agriculteur en production végétale, hors grande culture, hors maïs et céréales, mais toutes les autres, qu'elles soient en fruits rouges, en pommes, en myrtilles et tout ce qui est production végétale, se doit, aujourd'hui, c'est une obligation d'avoir un approvisionnement en eau très économe, au goutte à goutte. C'est demandé par les comptables, c'est demandé par les études économiques. Aujourd'hui, le choix de l'eau, c'est de savoir si oui ou non un agriculteur s'installe, c'est quand même 5 emplois à chaque fois qu'il s'installe, ou un agriculteur qui ne s'installe pas. Vous avez fait la promotion des retenues d'eau cet été, justement. Alors, face à ça, pardon, j'y arrive, oui. Mais face à ça, je veux dire, on ne veut pas utiliser l'eau du milieu. Je souscris complètement à tout ce qui a été dit précédemment. Et quand vous savez qu'en Corrèze en particulier, quasiment 90% de l'eau du réseau est utilisée pour les besoins de l'alimentation et les besoins industriels, il n'y en a que 7 ou 8% qui sont utilisés pour l'eau. Moi, je veux bien relever le défi. C'est-à-dire que même cette tranche, on peut la diminuer sur l'eau connectée. Mais par contre, si on veut aller plus loin, il faut que les agriculteurs et l'agriculture, dans des retenues très limitées, de taille de 1 hectare, qui est quand même l'équivalent de 2-3 maisons d'habitation, on n'est pas sur des bassines comme ça a été dit, avec des niveaux de profondeur et des techniques qui font qu'il n'y a pas de réchauffement d'eau, ou très peu de réchauffement d'eau. Aujourd'hui, on a à mesure, dans une grande partie du Limousin, de trouver des réponses, justement, pour retrouver de la valeur ajoutée à notre agriculture et apporter aussi une sécurité aux jeunes qui s'installent. Mais ça, il faut... Mais les associations environnementales vous répondent que l'eau, c'est le bien commun et que les agriculteurs vont capter une partie de ce bien commun et que c'est discutable. Que les agriculteurs vont participer à améliorer le bien commun. Je veux dire, aujourd'hui, si vous avez une bassine bien intégrée, enfin, excusez-moi, une retenue bien intégrée dans le paysage, qui a eu tous les accords et toutes les autorisations administratives, aujourd'hui, je rappelle que pour l'alimentation, il y a quand même de l'eau qui est récupérée dans ces bassines. Et aujourd'hui, pour redonner le niveau minimum aux ruisseaux qui sont en train de se tarir, on vide aussi, et on est en capacité de vider demain, les retenues. Je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt pour les retenues agricoles d'irrigation, c'est d'en faire des utilisations multi-usages. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, le climat demain va être marqué par des orages. Et des orages et d'un seul coup des pluies brutales qui vont faire en sorte que, ou on arrive à les stocker pour les utiliser quand on a besoin, justement là on est encore déconnecté du milieu, ou on les laisse inonder et arriver à Bordeaux sans qu'il n'y ait aucune utilité, plus ces autres problèmes de ravinage. Je pense qu'aujourd'hui, le problème je veux dire, l'économie en eau, nous, agriculteurs, public, grand public, agriculteurs, tous les gens du monde rural en ont conscience. Mais pour l'agriculture et pour les productions végétales, il faut absolument, parce que sinon... Changer les pratiques. Oui, mais changer les pratiques, pas forcément dans le sens où certains autres l'entendent, mais nous, on veut prouver que même la biodiversité peut être améliorée avec ces retenues, même les zones humides peuvent être revenues avec ces zones humides. Monsieur Duché souhaiterait réagir. On vous écoute. Oui, je crois effectivement, l'idée est séduisante. L'idée est séduisante. L'eau tombe du ciel, on va la mettre dans une casserole et on piochera dedans quand on en aura besoin. Voilà. Je veux dire que pourquoi artificialiser encore une fois ? Puisque de toute façon, c'était le rôle naturel qui était dévolu, et vous venez de les citer, aux zones humides. Les zones humides faisaient très très bien ce travail de manière naturelle. Voilà. Et plus efficace. Et plus efficace, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc voilà, je crois qu'à un moment que l'agriculture ait besoin d'eau, ça a toujours été le cas. Je veux dire, si vous me permettez, enfin ce que vous avez pu voir cet été en permanence, il y avait aujourd'hui en Limousin, en juillet-août, des zones où il y avait effectivement, qui n'avaient pas été drainées, où il y avait encore des haies, où il y avait ce qu'on appelait chez nous des prés de fond, et les troupeaux s'y trouvaient pas si mal. Et puis il y avait des zones avec des immensités de 10, 20, 30 hectares qui ressemblaient davantage à un paillasson, avec au milieu la citerne et la balle de foin pour les nourrir. Donc voilà, je crois que la nature aussi a des capacités d'adaptation, et que
une des causes, et croyez-moi, c'est loin d'être la seule, mais une des causes identifiées, c'est effectivement ce manque d'éponges, on les appelle comme ça, mais le terme est assez parlant en lui-même. Voilà. Donc les bassines, en gros les réservoirs d'eau, pourquoi pas, des gens s'en servent pour l'alimentation humaine, mais c'est le problème de la déconnexion du milieu. Alors là, je n'ai pas des compétences au-delà de ça, peut-être que mon voisin a davantage, mais quelle est la bassine déconnectée de la bassine qui ne l'est pas? Et là, vous savez que souvent, il y a des enjeux, on a eu des exemples malheureusement dans des départements voisins où ça ne s'est pas toujours passé comme on l'aurait souhaité. Jean-Emmanuel Gilbert, on sait qu'il y a en ce moment des investissements sur tout ce qui est ferme verticale, par exemple, ou des choses où vraiment la consommation d'eau serait hydroponique, comme on dit. Est-ce que ça fait partie des pistes possibles pour les agriculteurs du Limousin, par exemple ? Alors déjà, parce que ça c'est déjà une solution, on va dire, on a une énorme boîte à outils, et ça c'est un des outils à l'intérieur de la boîte, et ça peut être adapté à une situation et à un autre endroit être inadapté ou complètement contre-productif. Moi, je voudrais faire un petit zoom arrière avec les chiffres qui sont annoncés par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Aujourd'hui, il manque 250 millions de mètres cubes à l'année. La tendance à partir de 2030, je crois, c'est qu'il va manquer 1 milliard de mètres cubes. Je vous souhaite bien du courage pour faire des retenues d'eau de 1 milliard de mètres cubes. Donc, la problématique de l'agriculture, elle est fondamentale. Et il faut que les agriculteurs soient autour de la table pour qu'on trouve des solutions ensemble. Il y a un chiffre qui fait froid dans le dos, qui est sorti début 2019, je crois que c'est le rapport de l'UNESCO. Le risque sur la production céréalière mondiale en 2050 est une perte de 40% de production. Bon, 40% de production, je vous souhaite bien du courage pour alimenter la population. Donc on voit que, et en plus, ça ne va pas diminuer gentiment. On va avoir des grands aléas et on peut avoir la saison prochaine qui est catastrophique et ça va être, je veux dire, radical en termes de fonctionnement de nos sociétés. Donc il est absolument évident qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour l'agriculture, mais de mon point de vue, des solutions qui vont être compatibles avec le monde qui est en train d'arriver. Et je reprendrai l'exemple que vous avez cité tout à l'heure. Vous croyiez, il y a 10 ans, qu'en mettant un peu plus de puits, etc., ça y est, on en avait pour un siècle. Non, le changement climatique et tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure va entraîner une modification de la situation qui est de bien plus grande ampleur. Donc il ne faut pas croire qu'avec des solutions qu'il faut mettre en œuvre, la question n'est pas là. Il faut mettre en œuvre des solutions. Mais il ne faut pas croire qu'avec ces solutions techniques, comme je le dis rapidement, il ne faut pas croire qu'avec nos petits bras, on va retenir les forces de l'univers. Ça ne marchera pas. Il faut qu'on ait, dans l'immédiat, des solutions qui permettent d'amortir le choc et surtout ces aléas. Parce que là, je veux dire, les systèmes, ils ne sont pas résilients. On le voit avec les agriculteurs. Si votre modèle économique, il est mort, si tous les ans, vous devez racheter de l'eau à 1 euro le mètre cube, racheter de la nourriture. Vous voyez, la problématique de l'eau impacte toute la société, y compris les industriels. Nous, on travaille beaucoup pour les industriels. Leur modèle économique, si vous commencez à leur dire l'eau, il va falloir la payer tant au lieu de 0, ça ne marche pas non plus. Ce n'est pas uniquement les agriculteurs. Donc, il faut prendre ce recul pour essayer de mettre en place, dans l'immédiat, des solutions qui permettent de faire cette transition. Parce que s'il n'y a pas de transition des usages, que ce soit dans l'agriculture, dans la ville ou dans l'industrie, ça ne passera pas. Ce n'est pas les solutions de technologie qui vont permettre de résoudre le problème. Ça va permettre de gagner du temps. Mais ce n'est pas une solution. Voilà. Oui. Alors, il nous reste 3 minutes 30 d'émission. Michel Vernier, vous pensez qu'au niveau local, justement, ça peut se jouer, ces questions-là? Oui, d'ailleurs, je rebondis immédiatement. Il y a eu ces recherches de production, mais dans le même temps, sur les zones économiques, on a recherché pour les entreprises d'autres solutions, heureusement. Oui. Et aujourd'hui, on a l'eau industrielle qui permet à nos entreprises, sur une zone qu'on a classée ISO 14001, on a les entreprises qui ont pu continuer à tourner. Parce qu'imaginez le dégât, si elles avaient dû aller sur le réseau, là, c'était le chômage technique, c'était en fait tout ce qu'on peut imaginer. Donc tout ça, pour nous, il y avait un ensemble et pas seulement la solution de la ressource de base. Il y avait aussi tout ce qui accompagne. Donc moi, je crois vraiment que les solutions, elles sont collectives. Et moi, je plaide pour qu'au niveau d'un département, pardon, je dis avec ce que je connais, avec des spécialistes autour, il y ait deux choses. Il y a une réflexion collective sur les interconnexions, sur des choses comme ça, et aussi qu'on ne s'abrite pas derrière des raisons financières, parce que sinon, on n'en sortira pas. Donc je le dis très tranquillement, on ne peut pas dire on ne fera pas parce qu'on n'a pas d'argent pour faire, il faut faire. En un mot, Paul Duché, vous êtes optimiste pour la suite ? De toute façon, il faut le rester optimiste. Moi, ce qui me donne des raisons d'espérer, peut-être, et c'est récent, c'est depuis cette année, c'est que moi, j'ai vraiment perçu une conscience citoyenne qui a émergé face à cette problématique, qui est une
problématique dramatique. Le terme n'est pas de moi, encore une fois, mais on sent vraiment que nos concitoyens, tous, chacun à quelque niveau qu'ils soient simples usagers ou co-gestionnaires, quelque part la prise de conscience me paraît réelle. Après, les solutions techniques, il y a des pistes effectivement qui sont esquissées. Je crois qu'il ne faut pas rester dans les petites solutions qui permettent d'attendre le lendemain. On est quand même, il faut avoir cette vision globale, nationale, internationale, planétaire. Et ça, de ce côté-là, j'ai de l'espoir. Tony Cornelissen, en un mot, vous partagez cet enthousiasme modéré, certes. Je reste optimiste. Le problème, c'est quand même aussi le manque de pluviométrie qu'on a depuis 3 ans. On ne l'a pas évoqué. C'est quand même ça le fond du problème qui tarit les sources. Ça risque pas de changer. Ça risque de pas changer. Je pense que globalement, si tout le monde voit l'intérêt de l'eau et surtout son usage et celui de stocker celui qui a un excédent, avec tout le respect qu'on doit aussi à la demande sociétale sur l'aspect qualitatif, biodiversité. Je rappelle simplement qu'en Allemagne, les retenues sont, dans ce pays-là, considérées comme un élément positif pour la biodiversité. Il ne faudrait pas que chez nous, certains nous disent le contraire. Mais nous, on est prêts à lancer le défi de le faire intelligemment, avec toutes les demandes sociétales qui vont avec. Jean-Emmanuel Gibert, en quelques secondes, quel message vous souhaiteriez dire à nos téléspectateurs ? Moi, je partage ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que nous, ça fait 7-8 ans qu'on explique au départ à nos clients, grands groupes industriels, que la problématique de l'eau, ça va être effectivement dramatique, avec des arrêts de production. Hein. La réalité concrète, c'est ça. Et donc, je pense qu'il doit y avoir l'eau, c'est commun, il doit y avoir une réflexion auprès de tout le monde, comme on l'a fait pour les déchets. C'est l'affaire de tous, donc. C'est l'affaire de tous, les citoyens et tous les autres acteurs. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à tous les 4 d'être venus dans cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Tout de suite, c'est l'info avec Cécile Gauthier, puis Francis Letellier reçoit Philippe Martinez. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale Toc et Porcelaine dès 11h. Vous serez avec nous et en direct avec notre collègue de France Bleu. Très bon dimanche à tous.